la littérature prédominante essaie de montrer qu'à travers l'Afrique, la femme n'accède pas à la terre et le péché, on le trouve dans ses coutumes. Alors, deuxième chose, on accuse les États africains d'avoir légalisé, d'avoir, si vous voulez, conforté les coutumes ou les pratiques rétrogrades ou discriminatoires à l'égard de la femme. Et donc, une sorte de complot entre l'État et les coutumes pour marginaliser la femme. Ça, on le trouve dans la littérature. Et donc, finalement, face à tout ça, on a conclu que la femme n'accède pas à la terre. Et nous nous sommes posé la question, mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Alors, quel est le problème, ou quels sont les problèmes posés par cette prise de position? Premier problème, c'est que cette prise de position dans la littérature tend à homogénéiser les coutumes, les pratiques, les cultures africaines à l'égard de la femme. En d'autres termes, c'est comme si l'Afrique était un pays. C'est comme si l'Afrique constituait d'une culture, d'une coutume. On oublie qu'on est face à une hétérogénéité des cultures, des coutumes. Et donc, que l'on ne peut pas, par un simple écrit, dire que l'Afrique ou que les coutumes africaines sont rétrogrades et qu'elles sont discriminatoires. Ça, c'est un premier problème de l'homogénéisation. Deuxième problème, nous avons considéré que ces genres de prise de position dans la littérature a fait ce que nous appelons la simplification du concept d'accès. Et donc, ce que nous appelons accès à la terre. Quand on dit que la femme n'accède pas à la terre, on veut dire quoi exactement? De quoi est-ce qu'on parle? Et il fallait qu'on vérifie tout ça, qu'on comprenne. Alors, nous, pour essayer d'arriver à comprendre ce qui se passe réellement au Sud Kivu et à travers les de la RDC, nous sommes partis du concept d'axe, tel qu'il est proposé en anthropologie politique par deux auteurs, dans laquelle il y a une femme, Rigaud et Rousseau, qui définissent l'accès comme étant la capacité de bénéficier des choses. La capacité de bénéficier des choses. Alors, la capacité ne signifie pas forcément la propriété. Ce n'est pas parce que vous avez la capacité de bénéficier des choses que vous allez être propriétaire. Vous pouvez utiliser quelque chose qui n'est pas à vous, mais vous en bénéficiez. Mais aussi, vous pouvez bénéficier de quelque chose parce qu'elle vous appartient. Et donc, la propriété d'une chose n'indique pas forcément la puissance. On peut ne pas être propriétaire, mais on jouit des bénéfices d'une chose. Alors, nous nous sommes dit, mais pour comprendre cela, il faut que nous puissions identifier et prendre en compte des formes d'accès quotidiennes par lesquelles la femme accède à la terre. Est-ce qu'il n'existe pas dans les pratiques quotidiennes des formes d'accès à la terre? Est-ce qu'on parle de l'accès à la terre ou le non-accès à la terre? Est-ce qu'on n'exagère pas? Est-ce qu'il n'y a pas de choses qu'on oublie, qu'on ne prend pas en compte? Et il fallait entrer dans les contextes du pour essayer de les comprendre. Deuxième élément, nous avons compris qu'il y a derrière l'argument de non-accès une logique propriétariste qui est plutôt occidentalo-centrée. En fait, accéder, c'est être propriétaire dans cette logique. Et c'est très dangereux parce que c'est limitatif et en fait, nous considérons qu'en partant de cette logique propriétariste occidentalo-centrée, eh bien, on simplifie de ce que nous appelons des logiques politiques profondes des sociétés à une simple relation de discrimination, d'exclusion. Et cela ne permet pas de faire une analyse globale, une analyse plus ou moins décentrée. Alors, notre argument, finalement, c'est de dire que le foncier se présente fondamentalement comme une arène de pouvoir et d'investissement dans les relations, dans les rapports et réseaux clientélistes,
inciter les acteurs à investir ces réseaux. C'est ce qui va leur permettre, qui va rendre possible leur accès à la terre. C'est notre argument. Et donc, il ne s'agit pas forcément d'une question de genre, mais une question de pouvoir. Si j'ai plus de moyens que toi, si je connais le Moami, je connais le responsable, ou comment on appelle, les conservateurs des titres immobiliers, si je suis le fils du président, que je sois une femme ou un homme, j'aurai plus de chances d'accéder à la terre que toi. Donc ce n'est pas une question de genre. Et donc l'homme accède, si on dit que l'homme accède plus facilement que la femme, c'est très simplificateur. On parle de quel homme? Il y a des femmes qui ont plus de pouvoir que des hommes. Et donc ils vont utiliser ces pouvoirs. Ces pouvoirs peuvent être politiques, économiques, social. En fait, votre position va déterminer la possibilité d'accéder ou pas. Alors, vous pensez que même si vous êtes un PhD, vous êtes professeur, vous allez rivaliser avec la femme de Félix Tshisekedi, la fille de Félix Tshisekedi? Non, ce ne sera pas le cas. Parce qu'elle est dans une position qui lui permet d'accéder plus que vous. Et donc, on parle plutôt de pouvoir que de genre. Et si on parle de cette façon-là, alors on peut mieux expliquer le problème d'accès à la terre. Alors, finalement, nous nous sommes dit que les discours, dans notre analyse, nous disons que les discours qui consistent à dire que la femme n'accède pas à la terre doivent être nuancés. Ils doivent être contextualisés. Et nous sommes partis de la réflexion de Jackson qui parle plutôt de l'approche contextuelle. On parle de quoi à partir d'où? À partir de quel référentiel? À partir de quel contexte? Parce qu'en partant de contextes particuliers, alors on peut comprendre les logiques qui déterminent les actions et les comportements des acteurs. On peut saisir ce qu'on pourrait appeler la réalité intrinsèque de pratiques locales. Par exemple, si vous allez au village et que vous dites à une femme, est-ce que vous avez la terre ici? Elle ne va pas vous dire, non, non, c'est mon mari qui a la terre. Elle ne dira pas ça. Elle va dire, oui, nous avons la terre. Alors, il y a un combat entre le j'ai la terre et nous avons la terre. Parce que la femme ne définit pas cette terre comme fondamentalement la terre de son mari. À partir du moment où elle s'élève le matin, elle va cultiver. Et cela, chaque jour, d'année à l'année, mais sa réponse est claire. Avez-vous une terre? Oui, nous avons. Vous pouvez même aller en disant, mais vous cultivez où? Mais nous avons une terre à tel endroit et à tel endroit. Mais lorsque vous rentrez dans les logiques occidentalo-centrées, on est dans le jeu de la terre. Et donc dans une logique des individualistes de la propriété. Et ça pose évidemment un sérieux problème. Alors, finalement, si nous partons de l'approche contextuelle, ça va nous permettre de faire une analyse minutieuse de la manière dont les sociétés s'organisent, de la manière dont les sociétés régulent leur accès aux ressources et comment elles considèrent cela. Mais pour y arriver, pour un chercheur, il va falloir une étude ethnographique, il faut passer du temps, il faut poser, il faut interroger les gens. Il ne faut pas être dans un bureau et commencer à écrire. Et donc il ne suffit pas seulement de dire que la femme n'accède pas à la terre, parce que la question doit se poser, est-ce que l'accès à la terre, du point de vue du chercheur, est compris de la même manière du point de vue des communautés qui sont sur place, des cultures locales? Est-ce que nous avons la même compréhension? Alors, finalement, la capacité d'utiliser ces concepts va nous permettre d'intégrer trois choses. Et donc, partir de l'accès comme la capacité de bénéficier de choses. Trois choses. Premièrement, ça nous permet d'intégrer la question du pouvoir. Le pouvoir social, politique, économique. Si on utilise les concepts d'accès, alors cet élément rentre. On ne parle plus de genre comme tel, on parle de pouvoir. Ça va nous permettre
également de prendre en compte les conditions sociales, économiques, culturelles et politiques spécifiques. Et finalement, ça va nous permettre de nous concentrer sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Nous avons voulu d'abord nous poser la question pour faire une explication à partir des engagements légaux internationaux de la RS. Parce que dans la littérature féministe, je disais que l'on accusait l'État d'être au cœur de la validation des coutumes rétrogrades. Et donc l'État qui est essentiellement masculin, qui est contre la femme. Alors on s'est posé la question, est-ce que l'État congolais est fondamentalement discriminatoire? Et cela en regardant sa position vis-à-vis des textes internationaux. Deuxième petite explication, c'est l'explication à partir du cadre normatif interne de la RDC au sujet de l'accès, du droit d'accès de la femme à la terre. Et la question, est-ce que le cadre normatif congolais est fondamentalement discriminatoire à l'égard de la femme? Alors, un premier élément, alors 5 éléments du cadre normatif que nous avons interrogés. Je commence par les codes de la famille. Eh bien, l'ancien code de la famille lui a été sérieusement attaqué. Notamment l'article 44 qui disait que le mari est le chef de ménage, l'article 448 qui disait que la femme devait avoir l'autorisation maritale pour tous les actes qu'elle doit poser, etc. Et alors tous les courants des ONG représentés par madame et voilà, mes collègues comme Prof Nathalie, mais ils sont devenus fous furieux par rapport à ça. Et ce qui est intéressant parce qu'ils sont allés plus loin jusqu'à obtenir la modification du code. Mais finalement, on se rend compte que, au-delà de cette question, les sociétés dont les ménages se gèrent sans une personne à même de coordonner l'ordre social interne sont là. Dans les sociétés, il y a toujours quelqu'un qui veille sur l'ordre social interne de la famille, lorsqu'on considère que la famille est l'unité élémentaire de la société. Et ça, que vous avez peur, que vous avez, il y a quelqu'un à qui on confère, pas forcément l'État, mais la société essaie de s'organiser de cette façon pour que quelqu'un coordonne. Sinon, si tout le monde doit faire tout, prendre les initiatives, vous risquez de vous séparer. Alors, deuxième élément, nous nous sommes rendus compte que la plupart des activistes qui faisaient avancer ces genres d'arguments ne sont pas allés plus loin en exploitant d'autres articles de la même loi, 445, 444 de l'ancien code de la famille, évidemment, même si je ne suis plus obligé de citer, mais historiquement c'est important. D'abord, nous pensons que si on les exploitait, ça lèverait plusieurs malentendus. Par exemple, la question de la cogestion du patrimoine matériel et moral par les deux époux, qui est consacrée par l'article 444. Et en cas d'absence de l'un des conjoints, l'autre assume les attributions qui lui sont reconnues à l'article 445. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, il faut gérer le patrimoine de la famille, même si vous êtes femme, même si vous êtes femme. Et donc, tous les époux sont obligés de concourir au bien-être de la famille. Alors, dans le nouveau code de la famille de 2016, le rôle de l'homme comme chef n'a pas été récusé. Je suis en train de finir. Le rôle de l'homme comme chef de l'homme n'a pas été récusé, mais plutôt on demande à chacun de protéger l'autre, ce qui est une bonne chose. Alors, deuxième élément, les régimes matrimoniaux. Vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà été à la commune lors de la célébration des mariages. La plupart des mariages chez nous, c'est la communauté universelle de biens. Or, qui dit communauté signifie que tout vous appartient, y compris la terre. Tout vous appartient. Les jours où vous osez dire que vous avez opté pour la séparation des biens, le mariage va s'arrêter là. Je suis presque sûr que la famille, surtout la famille de la femme, ou de je ne sais pas peu importe, ça dépend des positions sociales, mais il y a des familles qui vont dire cet homme ou cette femme, non, elle ne te cherche pas du bien. Et donc, presque 100% des mariages chez nous ici, c'est la communauté universelle des biens.
Les droits successoraux, en fait, on ne distingue pas les filles ou les garçons. Non, tout le monde hérite des biens de la famille. La Constitution consacre l'égalité et d'autres textes législatifs français, je ne vais pas m'attarder à ça. Pour dire en conclusion, en fait, que sur les plans du cadre normatif, les inégalités de l'accès à la terre ne sont pas forcément l'effet des lois discriminatoires. Première conclusion. Deuxième conclusion par rapport à ça, les inégalités sont souvent dictées, non pas nécessairement par des questions de genre, mais plutôt par une série d'autres facteurs économiques, sociaux, politiques, culturels. Et finalement, les lois elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour sécuriser l'accès de la femme à la terre. Donc, une première chose, c'est qu'il faut connaître ces lois. Pour les connaître, il faut savoir les écrire. Donc, mesdames et messieurs, envoyez les filles à l'école. Les envoyez pas seulement à la faculté de droit, mais il faut leur demander d'être curieuses. Il faut connaître le cadre normatif. Il faut savoir mobiliser ces cadres normatifs. Parce que si quelqu'un connaît la loi plus que toi, il va l'utiliser contre toi. Donc il faut savoir mobiliser ça. Je termine. Résultat à la vie, donc explication à partir des formes d'accès de la femme à la terre. Donc, à côté de cette exploitation de la littérature et des textes juridiques, nous sommes allés dans les questionnements au niveau local, au niveau empirique, pour savoir s'il n'existait pas des formes d'accès à la terre par la femme. Et on en a distingué deux, que nous avons vu vécu. Ce qu'on appelle des formes d'accès qui sont liées dans de l'expérience historique traditionnelle. Les femmes accédaient à la terre par la donation. Votre père vous donne la terre. Pourquoi, par exemple, on parlait de la pratique du bourreau-golé ou les bourreaux. Si vous êtes une fille aimée par ses parents, qui vous montraient généreuse, obéissante, il arrivait des moments où on vous donnait la terre. Ce qu'on appelait les bourreaux-golés. Il y a des pratiques de location des terres. Parce que rappelez-vous, nous avons dit que bénéficier des choses ne signifie pas forcément être propriétaire de la chose. Et donc les pratiques de location, qui sont celles des paysans sédentaires et des paysans qui n'ont pas suffisamment de terres. Troisième élément, la polygamie. Et on s'est rendu compte en fait que dans les mariages polygames, même si bon, les juristes vont me dire ce n'est pas consacré par la loi, mais c'est l'organisation sociale, c'est la pratique. En fait, on ne fait pas hériter les enfants, on fait hériter leur mère. En disant, finalement, chaque enfant va hériter à travers sa mère. Alors, il y a des évolutions récentes. L'héritage, l'achat, en fait, certaines femmes qui héritent déjà de la terre, et l'achat, on a eu beaucoup d'exemples. Les gens qui vont acheter des terres. Personne ne va te refuser d'acheter la terre parce qu'il ne fait pas. Non, tu amènes l'argent, tu prends la terre. Parce que la terre est devenue, est rentrée dans les transactions économiques classiques. Conclusion. Alors, on se rend compte en fait qu'il y a des discours qui tendent à montrer que les coutumes sont rétrogrades, ou en fait que la femme n'accède pas à la terre, consacre une certaine déconnexion ontologique, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les pratiques culturelles, l'organisation sociale, et cela est à la base de ce que nous appelons la production de l'incompréhension sur les rapports politiques à la terre. Alors, j'ai fini en disant ceci, avec 4 éléments. Qu'il y a une déconnexion entre les paradigmes discriminatoires et la logique intrinsèque qui font des pratiques sociales au sujet du rapport à la terre. Qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que sur le terrain de Jean-Baptiste, il finit par conclure que la terre est donnée dans une logique de responsabilité et non dans une logique de genre. Alors, on ne donnait pas la terre aux célibataires. On ne donne pas. En fait, dans les coutumes africaine, la terre n'était pas employée à un célibataire. Parce qu'un célibataire n'est pas responsable. Quand vous allez chez le moine et demandez la terre, il vous dit, mais vous avez des enfants, vous avez une femme, si vous êtes marié. Et donc, pour être bénéficiaire de la terre, il fallait être responsable, et donc chef de famille, parce que vous pouvez vous mobiliser. Alors, ne dites pas seulement les femmes, non, les jeunes aussi, garçons, n'accédez pas à la terre. Parce que vous êtes comme des gens qu'on ne peut pas contrôler. On ne sait pas où est-ce qu'on va les trouver. Et donc, on sait que tu es là, on te donne la terre, tu restes là, tu ne vas jamais bouger. C'est pour ça qu'on vous dit, on ne va pas donner à une femme, à une fille célibataire,
parce qu'à tout moment, elle peut s'éclipser. Elle peut aller où elle veut. Or, le monde qui vous donne la terre a besoin d'une main-d'œuvre, a besoin d'être mobilisé pour les travaux communautaires, a besoin d'être mobilisé pour la guerre, etc. Et donc, si vous ne démontrez pas des capacités de fixation sociale, on ne vous donne pas la terre. Troisième élément, en fait, la terre vous met dans des relations de dépendance réciproque et permanente. Et donc, vous êtes en contact avec ceux qui vous donnent la terre, vous êtes dépendants réciproquement. Alors, l'accès à la terre suppose donc des problèmes d'organisation sociale. Ne dites pas qu'il y en a qui sont allés dans un coin, ils ont réfléchi sur des complots contre la femme. Non. Mais plutôt, réfléchissons sur l'organisation sociale. Troisième élément, c'est qu'on se rend compte qu'il y a, en parlant de l'accès à la terre ou de la discrimination, on est dans une logique occidentalo-centrée, qui est individualiste, des propriétés privées. Et malheureusement, c'est une logique qui est basée sur cette tendance historique de l'Europe à se considérer comme étant les centres du monde. Ce que l'Europe considère comme étant vrai, ça doit être partout. Si l'Europe dit que la femme n'accepte pas la terre parce qu'elle n'a pas un certificat, et donc vous en Afrique, vous devez les comprendre comme ça. Et c'est ça le problème. Il faut rentrer dans cette question. Dernier élément, on doit reconnaître que nous sommes loin de sociétés aux règles sociales homogènes. Nos sociétés restent fondamentalement hétérogènes et nous devons construire sur cette hétérogénéité, c'est notre authenticité pour penser des rapports de l'homme et de la femme à la terre. Je vous remercie.